Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se tourne vers la Drôme, avec au menu la capture d'un vent, une histoire d'amour tragique, un ermite un peu trop attaché à sa montagne, une tour mystérieuse et une créature sanguinaire. Ne perdons donc pas plus de temps. Dans la ville de Nyon, il existe un microclimat vraiment exclusif qui a le don de rafraîchir les journées d'été et encore plus les journées d'hiver. Chaque matin, il se lève en même temps que le soleil et fait profiter d'un bon souffle d'air frais toute la région autour de la ville. Mais connaissez-vous son histoire ? On prétend qu'avant l'arrivée du Pontias, le nom du fameux vent, la région qui possédait déjà un microclimat propre à elle-même souffrait de chaudes journées d'été, en grande partie à cause de son côté isolé. Une fournaise parfaitement insupportable se faisait sentir pour ses habitants, et un jour, les habitants prirent le parti d'envoyer une ambassade en Sicile. L'objectif de cette fameuse ambassade était de demander l'aide d'Éole. Pas moi, lui, afin qu'il offre une outre de vent aux habitants de Nyon, comme il l'avait fait pour Ulysse. Cependant, le curé de la ville les arrêta en arguant que ce n'était que des histoires à dormir debout, et qu'il valait mieux prier le Dieu unique pour avoir un miracle. Ce fut lors d'un concile à Vaison qu'un grand nombre de membres du clergé de la Gaule étaient présents. Ainsi, on demanda à un évêque que l'on disait capable de miracles s'il était possible d'avoir un vent frais en été, mais pas l'hiver. L'homme resta dubitatif face à une telle demande. Cela dit, il accepta d'essayer et partit en pèlerinage à la recherche d'un vent promis, passant dans différentes régions de la France. Mais aucun courant d'air ne convenait pour la demande des Nyonsais. Je crois que c'est Nyonsais que ça se dit, oui c'est ça. Avec le temps qui passa, l'évêque finit par abandonner, rentra chez lui, et oublia cette histoire. Pourtant, au retour d'un voyage depuis Rome, l'homme eut une piqûre de rappel en ressentant un vent d'air frais mais pas désagréable. Un air à la fois pur et mélodieux. Sans perdre un instant, il ôta l'un de ses gants, qui devait faire office de récipient, et laissa l'air s'y engouffrer afin que celui-ci le gonfle comme un ballon de baudruche. Ensuite, il entreprit le voyage vers Nyon avant que l'air ne puisse s'échapper. Sur le trajet, il continua de parler au vent qu'il avait emprisonné comme pour le convaincre de rester, lui promettant une terre clémente qui lui permettrait de s'épanouir. Puis, arrivé face à un rocher qui était en partie responsable de l'isolement de la ville, l'homme jeta son gant contre la roche et la pierre explosa en morceaux, libérant ainsi un vent frais qui trouva sa source dans ce passage nouvellement créé. Le vent rafraîchit la région, en emportant dans son sillage des odeurs d'aromates en tout genre. Les Nyonsais le baptisèrent alors le Pontias. Cependant, ce vent demeurait aussi bien l'été que l'hiver. Ainsi se termine cette histoire, qui nous rappelle un peu que même les phénomènes météorologiques peuvent avoir une histoire qui leur est rattachée. Le vent souffle donc chaque matin au lever du soleil et rafraîchit bel et bien les chaudes journées d'été. Et nous ? Laissons donc le vent nous porter vers la prochaine histoire. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'histoire tragique dans nos récits. Eh bien laissez-moi vous raconter la légende d'Alberte de Poitiers. Une histoire qui date du temps des châteaux, des chevaliers et des duels parfois à mort. Alberte était la fille du seigneur de Bourdeaux. On la disait aussi belle que douce. Son cœur avait d'ailleurs été volé par un homme portant le nom d'Alfredis, le chevalier de Mornan. Il était preux, courageux et bon également. Ils étaient réellement faits l'un pour l'autre. Le mariage fut donc acté par les deux familles, et les noces devaient avoir lieu aux alentours de Bourdeaux, où l'on dressa un camp pour l'occasion. Tout semblait aller pour le mieux, et diverses familles des environs firent le trajet pour assister à l'événement, dont un autre chevalier portant le nom de Hérald de Bézodin. Ce dernier était également fou amoureux d'Alberte, et voir ainsi cette femme avec un autre homme eut le don de le plonger dans une colère noire. De rage, il défia Alfredis en duel, et l'autre homme accepta. Un duel à mort, bien évidemment. Durant le combat, aucun des deux hommes ne parvint à prendre le pas sur l'autre, tant et si bien que l'atmosphère des deux familles et des partisans de chaque camp finirent par s'échauffer peu à peu. La tension devenait réellement palpable, et le pire arriva. Des deux côtés, ne resta plus qu'une bataille rangée entre les deux camps, et rapidement, une véritable tuerie fit place, laissant les deux amants morts au milieu de tout cela. Le sang coula d'ailleurs jusqu'au ruisseau de Roubion qui doit son nom à la couleur rougeâtre de son eau. Quoi qu'il en soit, ce fut un destin tragique, et l'histoire ne nous dit pas comment aura fini Alberte. Mais l'on sait que sur sa tombe demeure une fontaine symbolisant sa peine, coulant autant de jours que de nuits. La femme a eu le cœur brisé, et on peut parfaitement la comprendre. Vous pourrez retrouver cette histoire dans un poème médiéval écrit par Alexis Muston, qui nous apprend d'ailleurs que chaque été, durant une nuit, les âmes des défunts se lèvent pour festoyer ensemble.
J'espère avoir bien interprété cette partie du poème, même si j'admets que ça rend cette histoire moins pire de se dire qu'ils ont pu trouver la paix dans l'autre monde. Et que, le temps d'une modeste nuit, faire la fête tous ensemble, avant de replonger en chœur dans les limbes de l'oubli. Au sommet de la montagne Saint-Maurice, vous pourrez découvrir un oratoire, une sorte de petit bâtiment religieux, où il s'est passé quelques événements inexplicables. Il s'agit depuis d'un lieu de pèlerinage, ou simplement un lieu de randonnée pour les curieux avides de découvertes. Mais aux environs de l'an 850, l'oratoire se trouva être la demeure de Maurice, un homme qui avait décidé de vivre sa vie en ermite après avoir guerroyé, voulant s'absoudre de ses péchés de guerre et se rapprocher ainsi de Dieu. Il recevait de la visite parfois, dont le bénédictin de Dieu le fit, qui souvent le dimanche gravissait le sentier pour venir dire la messe dans le fameux oratoire. Un jour, il retrouva l'homme à genoux en train de prier, et ce dernier lui avoua qu'il n'allait pas tarder à mourir, laissant comme dernière volonté d'être enterré ici, à proximité du bâtiment. On entendit ces dernières paroles, et nombre d'habitants vinrent pour assister à son enterrement, ainsi que pour creuser la tombe, qui s'effaça peu à peu dans le temps, jusqu'à ce que notre récit reprenne, 300 ans plus tard, avec des bergers qui surveillaient leurs troupeaux aux environs. L'oratoire était tombé en ruine, ne restant que ses modestes fondations. C'est en fouillant un peu les lieux et autour que les bergers finirent par tomber sur une pierre étrange qu'ils soulevèrent, trouvant là la dépouille de Maurice. Horrifié d'avoir entre ses mains un crâne qu'il avait pris pour une pierre, l'un d'eux le lança en contrebas de ravin et ils s'enfuirent. Le lendemain, voulant avoir le cœur net, ils étaient donc revenus près de la tombe pour découvrir la dépouille, complète car même la tête était présente. Sans trop réfléchir, ils firent de même de la pauvre tête qui fut relancée en contrebas pour revenir à sa place le lendemain. De terreur, les hommes racontèrent cette aventure aux habitants de Dieu-le-Fit. Guy de Vesques, seigneur du château du coin, décida de faire rapatrier les ossements qu'il jugea sacrés aussitôt, dans l'église afin qu'ils soient préservés le jour même. Mais le lendemain, en ouvrant le coffre de la dépouille pour la vénérer, à sa grande surprise, elle n'était plus là, et personne n'aurait pu ouvrir de l'extérieur. Il envoya un homme à lui vérifier la tombe au sommet de la montagne, et on lui confirma vite que le corps était parfaitement revenu à sa place, dans la position même où il avait été enterré. Guy de Vesques décida donc de rebâtir l'oratoire, et d'ériger une tombe digne de ce nom pour Maurice, qui même, dans la mort, tenait à cet endroit plus qu'à tout le reste. 500 ans plus tard, un homme d'église voulut bâtir un nouvel oratoire après sa destruction dans les guerres religieuses du XVIe siècle. Mais pas au même endroit que l'original, plutôt sur un autre versant. À sa grande surprise, ainsi que pour les maçons, leur construction était invariablement détruite, et les matériaux récupérés miraculeusement se trouvaient sur l'emplacement de l'oratoire de Saint-Maurice. Après plusieurs essais de construction, on céda, et l'oratoire original fut rebâti à son emplacement exact, car l'on vit là une volonté divine. C'est aujourd'hui le bâtiment que l'on peut voir au sommet de la montagne, qui offre d'ailleurs un panorama magnifique du coin. Nul doute que Maurice a dû beaucoup en profiter de son vivant. Dans la Drôme, il existe une tour étrange et entourée de mystères. Une tour solitaire qui se dresse dans la nature. Autrefois, elle avait fait partie d'un château fortifié du XIe siècle, et l'on raconte qu'il fut détruit par Louis XIII et Richelieu. Seule subsista la tour, et je vais vous en raconter une histoire. En des temps reculés, la tour seule avait pérennisé. Solitaire et imperturbable, elle se voyait offert de la région, un panorama assez vaste des environs. À tel point qu'un jour, un seigneur d'un regard décida d'en faire un poste de garde. Nul besoin d'une armée, un seul homme suffirait. Ainsi le garde fut choisi, et entreprit le chemin en solitaire jusqu'à la tour des Munis. Grimpant au sommet, il demeura alors là à observer le monde d'en bas, jusqu'à ce que le soir vienne et que sa fatigue le prenne. Ainsi, il s'endormit sans aucune résistance au sommet de l'édifice. Le lendemain, en ouvrant les yeux, il était là, couché dans l'herbe au sol. Comment avait-il pu atterrir là ? Il ne se souvenait même plus s'être endormi. Il remonta au sommet en ne se posant pas plus de questions, mais le lendemain, il se retrouva au même endroit. Inquiet de quelques maléfices, le garde retourna auprès de son seigneur, qui le renvoya à la tour, prétextant qu'il avait dû boire sur son service, et qu'il devait se considérer chanceux de n'avoir pas une punition pire que cela. Mais par sécurité, il envoya un second homme avec lui. Les deux gardes prirent leur poste, et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que des créatures les observaient. Petites, volantes, étaient-elles des fées ? Impossible de le dire, mais elles étaient responsables de leur sommeil improvisé et les emportaient en bas de la tour pour les déposer dans l'herbe.
Les deux hommes affolés le lendemain retournèrent auprès du Seigneur. Deux théories naquirent chez les habitants du coin. Des fées seraient des habitants de cette tour, ou bien pire, des créatures, voire même le diable. Ou alors les deux hommes avaient simplement abusé de la picole. Quoi qu'il en soit, la tour ne servit plus jamais de poste de garde, et voilà ce que nous en dit la légende. Quiconque prend sa garde à son sommet se retrouve en contrebas à son réveil. Une autre version prétendrait que ce serait le vent du coin qui ferait chuter la personne par-dessus bord, et le tapis végétal qui amortirait la chute. Une tour bien étrange, n'est-ce pas ? Évidemment, l'histoire a été de moi, car la seule information que j'ai réussi à avoir, c'est la fameuse légende autour de la tour. J'espère que ça vous a plu, et je vous invite à passer sur la dernière histoire, qui sera probablement la plus importante de cette vidéo. L'on prétend qu'un étrange monstre aurait sévi durant le 8e siècle aux alentours de la montagne de Musan. Un monstre décrit comme ayant des proportions anormales, qui aurait fait pas mal de dégâts. Voilà ce que nous raconte l'histoire, qui n'est certes pas pour les enfants. Au départ, le monstre s'en prit à deux petits bergers qui gardaient un troupeau dans une clairière. Les deux enfants ne furent jamais retrouvés, et beaucoup de moutons étaient en partie dévorés. Pas besoin de vous en faire un dessin. Voyant des traces larges comme des sabots de chevaux, mais ressemblant à celles d'un gros loup, les habitants valides qui étaient aux alentours et qui avaient accouru en entendant les cris des enfants et des animaux attaqués, entamèrent une battue dans l'urgence en suivant les traces. Mais ils ne trouvèrent aucune bête, car le domaine de la montagne était trop vaste. Dévasté, leur père s'en alla demander l'aide au seigneur local, qui réagit promptement en cherchant des volontaires pour une battue beaucoup plus large. Plus de 200 hommes avaient répondu présents, sans qu'aucune bête ne fût retrouvée. Un an plus tard, une seconde attaque de troupeau se fit connaître. Plusieurs animaux tués, et encore une fois, un jeune berger qui s'occupait du troupeau avait également disparu. La région connut un climat de terreur devant un animal inconnu. Jusqu'à ce qu'un jour, durant des fêtes, la bête s'attaque à un groupe de villageois se rendant de nuit dans un autre village. Les hommes courageux du groupe étaient parvenus à repousser la créature avec les torches. Et désormais, on savait que cette créature existait bien. L'on fouilla la montagne, à plusieurs reprises, mais toujours sans succès, et le seigneur local demanda de l'aide. Un groupe de 30 soldats fut envoyé. Mais là encore, battu sur battu, même jusqu'à fouiller des lieux inviolés à ce jour sans jamais trouver la créature. La région finit par se plonger dans la croyance que l'animal était un monstre venu punir leurs péchés, et ils devinrent tous des croyants accomplis. Ce qui curieusement stoppa les attaques. Jusqu'à ce qu'un jour, on apprit au seigneur la mort de la bête qu'on avait retrouvée dans une prairie. En se rendant sur place, il apprit du seul témoin de l'attaque qu'une femme tout de blanc vêtue et resplendissante comme le soleil avait terrassé la créature de son glaive. La croyance populaire veut que ce soit la Vierge Marie elle-même qui serait descendue pour venir en aide aux habitants. Une chapelle fut bâtie en son honneur, et plus jamais aucun monstre ne refit surface dans la région. Quoi qu'il en soit, c'est une histoire assez étrange qui n'est pas sans rappeler celle de la bête du Gévaudan, comme toujours. Ou même celle de la bête de la dent du chat dans l'Ain, plus proche. Pensez-vous que celle-ci pourrait avoir existé ? Et voilà qui met fin à nos histoires pour cette semaine. J'espère qu'elles vous auront plu et que vous avez surtout passé un bon moment. Comme toujours, si vous souhaitez me faire part d'un avis, n'hésitez pas, je serai plus que ravi de vous lire et d'y répondre. D'ici là, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau département. Nous nous rendrons cette fois dans le centre de la France. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et une bonne semaine à venir. Portez-vous bien et à bientôt.